En prison, tu payes une nana 100 balles, tu lui donnes un poignard, tu dis vas-y, c'est comme ça. Moi j'en ai vu des cadavres qui repartaient de 6000 détenus qui voulaient me tuer, là il n'y en avait plus que 150. Ça laisse quand même un gros pourcentage de chances de Ouais, passer. c'était moi. Je voulais partir, je serais partie toute nue tellement je voulais rien emmener de toute cette de vie que je venais de vivre. Bonjour à tous. Cette semaine, j'ai pu m'entretenir avec Florence Cassé, victime d'une erreur judiciaire, mais surtout d'un des plus grands complots politiques de l'histoire récente. Non, non lo sabia. Non, non lo sabia. Nous sommes le 9 décembre 2005. Florence Cassé a 31 ans. Elle vit au Mexique depuis 2 ans. Ce jour-là, le monde entier la découvre lors d'une spectaculaire opération de police filmée quasiment en direct par les caméras de télévision. Florence Cassé est arrêtée avec son ex-compagnon Israël Vallarta dans un ranch. La police libère 3 otages, dont un enfant de 11 ans. Florence et Israël sont soupçonnés d'appartenir au gang du Zodiac, un groupe criminel accusé d'enlèvement et de séquestration. Sauf que cette histoire est montée de toutes pièces par la police mexicaine. Florence est incarcérée avant d'être condamnée à 96 ans de prison. En 2013, elle est libérée après 7 ans de captivité. Bonjour Florence Cassé, merci d'avoir accepté notre invitation. Ma première question, elle est toute simple. Votre arrestation, c'était il y a presque 20 ans. Aujourd'hui, comment allez-vous Florence Cassé? Aujourd'hui, ouais, ça fait presque 20 ans, ça fait peur quand vous le dites. Comment je vais? Je vais bien. Je vais bien, ça a été aussi tout un travail de reconstruction que j'ai pas compris tout de suite en sortant que j'allais avoir besoin de faire ce travail de reconstruction et que j'allais avoir besoin d'être aidée aussi pour y arriver. Moi, je suis sortie, j'avais envie de reprendre le boulot tout de suite. Je me souviens, si on regarde les images terribles, moi je ne sais plus les regarder, où j'arrive à l'aéroport, enfin sur le tarmac qu'on appelle, et je dis je veux travailler, et je me sentais prête à redémarrer un travail le lendemain et reprendre ma vie, et comme si il s'était rien passé. L'avion a atterri et moi je suis toujours pas atterrie. Je suis encore dans le ciel et très heureuse. J'étais très loin de la réalité en fait, mais j'ai mis des années aussi à le comprendre ça. Parce que c'était un moment dont vous rêviez, qui vous aidait à tenir en prison. Quand je pourrais ressortir, je pourrais faire ça, ça, ça. C'est pas aussi facile. J'ai tellement rêvé. Pendant des nuits entières, pendant des années, pendant des mois, j'ai rêvé à ce jour où j'allais être libérée, au comportement que j'allais avoir, à ce que j'allais faire. Que le jour où c'est arrivé, en fait, l'émotion a été plus grande et j'ai pas réussi à gérer, en fait. Moi, je déteste les images qu'on voit de moi à l'arrivée en France, c'est pas moi, déjà. Mais il faut bien préciser quelque chose, c'est que tu n'as pas été victime d'une erreur judiciaire, mais d'une véritable machination politique et médiatique. C'est bien important de le préciser. Et avant de revenir sur ce jour de l'arrestation, est-ce que tu peux nous raconter ce qui t'a poussé à aller t'installer au Mexique? En fait, j'étais directrice Eurodif, ça faisait 5 ans que je travaillais pour eux, j'étais jeune, j'étais ambitieuse, j'arrivais à mes fins, je voulais absolument grandir, je voulais passer directrice de région, parce que j'avais assisté un directeur de région. H&M est venu me chercher des chasseurs de tête, ils m'ont proposé de me doubler le salaire, de partir. Je suis partie chez H&M, j'aurais jamais dû. Eurodif, c'était une entreprise familiale, j'avais fait mon trou. Et je suis partie pour H&M, sauf que je voulais toujours plus, je voulais toujours grandir et être directrice plus. Donc j'ai été licenciée par la directrice, parce que sinon je prenais sa place. Je l'ai vécu comme une tare, en fait. Dans notre famille, travailler, c'est important, et être licenciée, c'est juste pas possible. Mon frère m'a appelé ce soir-là, il était au Mexique, lui, installé depuis quelques années maintenant, il s'était marié, il avait des enfants, et j'ai osé lui avouer à lui que j'avais été licenciée. Il m'a dit prends un avion, viens me rejoindre, au Mexique il y a énormément de travail. Et mais vraiment c'est important ce mot, comme je le vivais comme une tare, il fallait que je fasse autre chose. Donc je suis partie, j'ai pris un avion, je suis arrivée au Mexique en me disant c'est pas grave, ça me fera... je parlais couramment l'anglais, je parlerai l'espagnol, voilà, ça me fera une ligne en plus dans le CV.
Je suis jeune, j'avais quoi, 27, 26. Et puis, je suis arrivée au Mexique. Vous étiez une jeune personne vraiment pétrie d'ambition, C'est ça, dans c'est le ça. besoin de vivre des expériences. Bon, on se prend un mur, je vais me reconstruire ailleurs, quoi. C'est ça. Ouais, terrible. Je m'en veux aujourd'hui d'avoir été comme ça parce que c'est à cause de ça, même si j'ai pas cherché toute la suite, mais ouais, le fait d'avoir énormément d'ambition et d'avoir aucune crainte niveau professionnel, hein, je parle. Même au Mexique, je parlais l'espagnol, je le baragouinais, j'ai toujours travaillé. J'empaquetais des colis à la douane, je faisais le double étiquetage français-espagnol. Mais j'ai toujours travaillé en arrivant au Mexique. Je suis une travailleuse, en fait. Et là-bas, vous rencontrez un des associés de votre frère, Israël Vallarta, qui devient votre petit ami, c'est bien ça? Alors, c'est pas si ils n'étaient pas associés, ils étaient clients. Enfin, c'est-à-dire que Israël avait dû acheter des. Sébastien avait une société d'appareils de cosmétiques et il lui avait vendu pour les spas. Il lui avait vendu des appareils. Moi, j'en étais restée là. Il me l'a pas présenté. On s'est croisés bêtement dans un ascenseur dans l'entreprise de mon frère. Et puis voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux me raconter le jour de l'arrestation? Donc on est la veille, le 8 décembre 2005. Tu es en voiture avec Israël Vallarta et vous faites arrêter sur le bord de la route. Oui. Alors en fait, ça faisait déjà plusieurs semaines que j'avais trouvé un boulot à l'hôtel Fiesta Americana Gran Chapultepec, responsable de l'hôtel de l'étage VIP. Et j'avais trouvé un appartement dans la rue, pas très loin de l'hôtel, donc c'était pratique. La relation avec Israël, elle était terminée depuis juin. Et en fait, j'étais repartie en France. La France, elle m'a semblé triste. Et en fin août, début septembre, je suis retournée au Mexique en demandant à Israël de m'héberger. Donc on est vraiment dans cette dynamique où il m'héberge. Je cherche du boulot, je cherche un appart et on n'était plus ensemble. Le jour où on déménage, donc le 7, il nous restait que quelques meubles. J'ai failli dormir dans mon appartement. Et puis, il me manquait, je sais plus, un réveil, une cafetière. J'ai dit, bon, bah, je redors une dernière nuit. Donc, c'est la nuit du 7 au 8. Mais c'est important de le dire parce que, comme quoi, le destin, des fois, il tient à rien, une mauvaise décision ou juste une cafetière. Et en fait, je dors là. Le matin du 8, on charge les dernières choses dans sa voiture et on prend la route. Et moi, je suis complètement en train de rêvasser, en train de me dire, ça y est, c'est fini. J'ai mon appartement, j'ai mon boulot de rêve. Lui, je le verrai plus. Et puis, on toque à sa portière. Il ouvre le carreau. Alors, il y avait un camion de gaz qui bloquait la route. C'était une route très sinueuse pour descendre dans la capitale. Et il ouvre, on lui demande une pièce d'identité, donc moi je ne sais pas avec moi l'histoire, moi je suis dans mes pensées. Il sort sa pièce d'identité et là j'entends boum boum, je regarde et en fait ils avaient ouvert la portière, il lui avait mis un drap ou un manteau sur lui, il l'avait sorti de la voiture, des flics armés rentrent, ils m'enlèvent mon téléphone, parce qu'au Mexique on avait, à l'époque c'était le téléphone à la ceinture, c'était la mode, on me retire mon téléphone, je sais plus... Ils rentrent, je ne sais pas combien ils sont, tout va très 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 vite. La voiture démarre et quelques kilomètres plus loin, ils arrêtent, ils me rentrent dans une fourgonnette toute sombre, toute noire. C'est une porte coulissante qui s'ouvre, on me jette là-dedans. Et là, je vais rester donc de 10h du matin, le 8, jusqu'au petit matin du 9, où on me sort pour me mettre dans cette cabane et les images terribles que vous voyez. No lo sabía. No, no lo sabía. Quelles sont les émotions qui te traversent à ce moment-là? C'est l'état de choc, c'est la sidération? C'est ça. C'est une peur panique qui fait que d'un coup, vous avez super mal au dos. Vous croyez que vous allez mourir, vous sentez votre cœur qui bat et qui va s'arrêter tellement il bat vite. Moi, à la base, je sais pas du tout ce qui se passe. J'ai peur panique, ouais, c'est le terme, sidération. Et puis en fait, ça s'arrête pas, ça dure des heures, et c'est ça qui est épuisant. J'ajoute quelques petits éléments de contexte autour de cette arrestation. En fait, le Mexique, au début des années 2000, il est frappé par une grande vague
de violence et en particulier d'enlèvement. Pour mettre fin à cette criminalité, le gouvernement du président Vicente Fox met en place une police, l'Agence fédérale d'investigation AFI, avec à sa tête un certain Genaro Garcia Luna, qui vient des services secrets. Et c'est cette police qui procède à ton arrestation en 2005. Ah, alors moi, à l'époque, je suis loin de connaître tout ça. Moi, à l'époque, je connais pas du tout la politique. Moi, je suis une petite Française qui vient d'arriver, qui bataille tous les jours pour essayer de baragouiner de l'espagnol pour pouvoir travailler, pour aller étiqueter des trucs à la douane, pour aller faire le service des grands VIP dans un hôtel-restaurant, connaître tous les whisky par cœur. Enfin, moi, la politique et qui dirige le pays, j'ai 27 ans, ça me passe un petit peu au-dessus. Et durant cette mise en scène, c'est vraiment une supercherie montée de toutes pièces. Donc c'est une opération de communication en fait de cette police qui est mise en place. Les policiers disséminent des effets personnels, des indices de manière assez grossière autour de toi, autour d'Israël, qui est d'ailleurs torturé, forcé aux aveux, mais il n'avoue qu'à moitié. Et tout ça, ça se déroule avec une forme de complicité des médias qui sont appelés par la police pour filmer cette arrestation en direct. Et d'ailleurs, toi, tu réponds en direct à la télévision. C'est ça. Alors, les choses, il y en avait dans la camionnette, je repense aux photos qu'on a... Parce que moi, ça prend un temps fou. Quand les caméras, elles arrivent, ça fait déjà 2 heures que je suis sur le canapé, menottée, le canapé là, et où ils disposent des armes autour de moi, elles tombent. C'est flippant aussi, ça. La peur panique, elle était mais tout le temps. Mais tu comprends que c'est une orchestration? Mais pas du tout. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? Où je suis déjà, la petite cabane, j'y étais jamais rentrée. Et je vois qu'on a des photos de moi, des photos encadrées. Hein, je me prenais en photo, j'avais des photos de moi dans mon appartement. Et ils commencent à les accrocher au mur, à disposer. Ils mettent un rideau. Et je regarde, et après, ils m'ont couvert d'un drap blanc. Moi, je vois, entre-temps, Israël, et c'est bien que tu le mentionnes, torturait, mais il tenait même pas debout. Il se vomissait dessus. Ça aussi, c'est peur, panique, elle est constante. Et à chaque fois, il y a un nouvel élément pour, si jamais, comme un feu qui s'éteint, et ben, on ravive ta peur, panique. Et en fait... Israël, moi je me plains tout à l'heure, oui j'ai été enfermée dans une cabane, dans une camionnette pendant toute une journée, toute une nuit, avec un seau pour faire mes besoins. Lui pendant ce temps-là il se faisait torturer, mais torturer avec des toques électricos, je sais pas comment des décharges électriques, et voilà. Et quand on amène Israël, qu'on le claque par terre et que les caméras arrivent, c'est juste insensé, c'est juste... mais comment vous dire, c'est comme ça fait des heures que je suis dans un état d'incompréhension, de sidération. Ça vient clôturer le tout, mais finalement, ça reste dans la continuité de l'horreur. T'arrives pas à analyser la situation, où là, je suis en train d'être la victime. Le seul moment où j'ai cru l'analyser, je me suis plantée complètement. Je vois un gars arriver en costume, un beau brun, grand, mince, avec les cheveux gominés. Et je dis, ah, lui, je vais pouvoir lui parler, il va comprendre. Il arrive, il me targnole. Et en fait, c'était Luis Cárdenas Palomino. Donc, mon jugement, il était vraiment... j'étais plus dedans, là. Donc, le bras droit de Genaro Garcia Luna, le chef de cette branche de la police fédérale qui a tout orchestré. C'est ça. Et on le voit d'ailleurs sur les vidéos. C'est lui qui ouvre la porte. C'est lui qui tient la porte et qui se cache pour pas que vous le voyez. C'est ce monsieur-là. Et qui tient d'ailleurs par le cou Israël pendant... Et qui le torture en vivant. Oui, c'est ça. C'est lui. Mais ça paraît assez dingue que cette version ait pu être mise sur pied. Et qu'elle ait pu tenir pendant plusieurs semaines, que les gens y aient cru. Enfin, c'est tellement gros. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en même temps que passent ces images-là, il y a la photo de moi et la photo d'Israël, et ça passe en boucle comme les trucs alerte enlèvement. Et si vous les reconnaissez, dénoncez-les. Et il y avait un numéro de téléphone, et il fallait appeler pour continuer à nous inventer. Mais ça, je l'ai su beaucoup après. Je ne le savais pas, moi, pendant que j'étais arrêtée. Après, il y a une séance photo qui est interminable avant qu'on vous emmène en garde à vue. Vous êtes Mickey.
Enfin, Mickey, c'est que l'ironie que je dis ça, mais on abuse beaucoup de vous. Et celui qui passe et qui a envie de vous en foutre une, il vous en fout une. Enfin, c'est vraiment... faut le vivre pour comprendre qu'on est vraiment des délinquants. On est déjà stigmatisés, en fait. Leur petite vidéo, elle a déjà fait le travail qu'il comptait. Et presque aussi des bêtes de foire aux yeux des journalistes qui ne sont pas au courant de la supercherie, mais qui s'en rendent complices malgré eux. En tout cas, ils s'en défendent, mais en leur âme et conscience, hein, parce que moi, je sais pas. Parce que c'est vrai qu'on le voit dans le documentaire qui est consacré à l'affaire sur Netflix. On entend un journaliste dire on est presque en direct. Le presque en direct est presque un aveu de on sait que tout ça est faux. Parce qu'après, on a su dans les enquêtes, moi avec tout ce que j'ai lu sur mon affaire, apparemment, ils avaient déjà fait une entrée filmée et ils ont dû la refaire, ils ont refait la prise. Donc voilà, le presque en direct, il est dû à ça. Parce ils avaient fait une première prise et ils ont dû refaire parce qu'il n'y avait pas un alignement, je sais pas, il leur manquait un soldat. C'est pour ça que je disais machination politique, mais aussi médiatique. Parce que les médias se sont rendus complices de cette machination politique. Je le pense, fortement. Je pense que tout y est pour... Enfin, toutes les enquêtes qui ont été... tous les livres qui ont été écrits sur mon affaire arrivent à cette conclusion, en tout cas. Quelques semaines après ton arrestation, alors que tu es incarcéré, Genaro Garcia Luna, donc le chef de l'AFI, est en direct dans une émission de télévision dans laquelle il t'accable et justifie ton arrestation. Toi, tu décides d'appeler en direct l'émission de télévision pour le contredire et clamer ton innocence. Il faut quand même un sacré courage pour faire ça. J'avais plus rien à perdre. Ma vie a été foutue. Pour moi, j'étais enfermée, j'avais vécu l'horreur. À la télé, on ne voyait que moi. J'étais déjà la pire des criminels, je sais même plus les termes qu'on employait. J'étais une sorcière, j'étais diabolique, voilà. Et moi, ce jour-là, ouais, c'était un cri de rage, un cri que j'avais besoin j'avais besoin de ce cri en fait pour continuer à vivre. Et en fait, moi, j'avais eu le téléphone de cette journaliste et je l'avais appelée dans la semaine. Et j'avais répondu à toutes ces questions depuis le centre d'Araigo, donc le centre de, vous appelez ça garde à vue. Donc 90 jours de garde à vue, il faut le répéter. Hein. Enfin, moi, je trouve ça aberrant. Et je l'avais appelée, j'avais répondu à toutes ces questions. Elle avait donc préparé son dossier avec ce que j'avais dit. Et donc, j'avais ce numéro que j'avais gardé. Et quand je regarde l'émission et je vois qu'elle commence à défendre un peu ce que je dis et que ce monsieur il dit non, pas du tout, elle doit pas se souvenir, elle sait pas ce qu'elle dit. Oh, mais j'ai dit, mais c'est qui celui-là? Sans savoir. Donc je demande... Tu savais pas, non, sinon c'est pas drôle. Donc je demande aux policiers si je peux aller passer un appel, je dois appeler ma mère. En plus, je leur mens. Je dis, est-ce que je peux appeler ma mère, c'est urgent? Ils me disent oui. Parce qu'il fallait noter. Il y avait un cahier et on devait noter le numéro où on appelait, à qui on allait téléphoner et pourquoi. À chaque fois qu'on faisait un appel de la garde à vue. Donc je dis ma mère, ils me disent oui, j'arrive, je note maman, je mets le 0328 et puis j'appelle la journaliste. Et donc là je crie, je dis que bah non, que c'est... Enfin je crie pas, mais je crie mon cri d'innocence, je dis que c'est pas vrai. Oui, detenida el 8 de diciembre en la carretera y me secuestraron en una camioneta. Et là j'entends dans les cellules, ouais, tout le monde qui commence à me... Je sais pas, d'un coup, ouais, c'était palpitant parce que d'un coup, je comprenais que ce que je venais de faire, c'était important et que ça prouvait aux autres que j'étais innocente. Je sais pas comment t'expliquer et ça m'a libérée. Sauf que 2 secondes après, à la grille, qu'est-ce qu'il y avait? 10 AFI, donc les mecs armés et tout, qui m'ont pris par le callback, comme ça, ils m'ont descendu dans le bureau du directeur, qui m'a pointé une arme sur la tête en me disant, tu sais à qui tu viens de parler? Je dis non, je sais pas. Il me dit, c'est mon chef. Je dis, je suis désolée. Et j'avais le truc là. Et en même temps, à ce moment-là, je me dis, vas-y, appuie. Je m'en fous, j'ai réussi. Et puis, il dit, t'es une sacrée, toi, quand même. Il dit, ouais, t'as des coups. Il dit, franchement, ce que t'as fait. Et à partir de là, ma garde à vue, elle a été beaucoup plus light, parce que j'avais gagné le respect, non seulement des codétenus,
mais du directeur de la prison et des gardes. Et moi, après, en cellule, j'avais des gardes qui passaient, ils toquaient à ma porte, à ma grille, et qui me donnaient une cigarette, un petit bonbon. Enfin, j'avais des cadeaux. Et ça, pour moi, j'avais déjà gagné. Sauf que, après, c'est pas si simple, c'était pas eux qui décidaient de mon sort. Et Garcia Luna, il a été hyper vexé. Il y a quelque chose de vraiment singulier et d'admirable dans ton histoire, et chez toi particulièrement, c'est que des gens qui sont victimes d'erreurs judiciaires, malheureusement, il y en a plein, mais certains ou certaines victimes peuvent parfois renoncer, accepter leur destin, leur injustice. Et toi, on a l'impression que tu n'as jamais abandonné l'espoir de faire valoir ton innocence. Comment tu as fait pour tenir ? C'est l'éducation. Pour moi, l'éducation, elle est super importante. Moi, j'ai été élevée, on n'a jamais volé. Mes frères, on n'a jamais volé 1 euro. Enfin, je veux dire, là, m'accuser du pire, alors que je suis incapable de faire du mal à une mouche, pour moi, c'était juste inconcevable dans ma tête. Et je me devais de me battre pour ma dignité, pour celle de ma famille. Enfin, je portais tout le monde, en fait. On salissait tout le monde autour de moi. On salissait toute la famille cassée. Enfin, j'ai envie de dire, les amis, on vient quand même... je sais pas. Et puis non, et puis je suis une teigneuse. J'ai toujours réussi les objectifs que je me mettais en tête dans ma vie, et c'est pour ça que j'ai réussi professionnellement. Ça demande de la rigueur, ça demande de la justesse. Là, c'était un nouveau combat et j'allais je sais pas, en fait. Dans ma façon d'être, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une question d'honneur? Parce qu'on l'entend souvent, tu dis, oui. On a sali mon nom, on a sali mes parents, mon frère, les gens autour de moi qui ne m'ont jamais abandonné. Il y a quelque chose à réhabiliter. C'est pas que pour toi que tu le fais. Oui. Enfin, si, beaucoup pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont cru en moi. Moi, j'ai été soutenue par tellement de personnes, mes parents, tout le boulot de fou qu'ils ont fait en France pendant que moi, j'ai été en prison. Je leur devais aussi. Après, ça devient un mécanisme, en fait. Au début, j'étais toute seule. Je veux dire, quand j'ai appelé et que je suis tombée avec Garcia Luna, c'est moi contre moi. Enfin, c'était moi toute seule qui ai pris tous les risques. Quand j'ai le flingue là, je me dis, vas-y. Enfin, voilà, je pense qu'à moi, là. Je veux dire, c'est de la survie. Voilà. Et quand on en arrive à avoir, après, vécu de la sidération et un truc incroyable, tellement c'est méchant, tellement c'est horrible, je sais pas, je pense qu'il se passe d'autres choses et qu'on doit avancer. On doit avancer. Et ouais, on a l'impression que tu te bats pour quelque chose de supérieur à juste ton propre sort. Il y a quelque chose, toute proportion gardée, mais d'un peu Capitaine Dreyfus. Oui, alors ça c'est venu bien après, hein. Mais les premiers temps c'était que moi contre moi, avec ma dignité, avec mon envie de prouver à tout le monde, j'avais envie de prouver à tout le monde que j'étais innocente en fait. Et ça m'a maintenue quelques années. Après il y a eu le soutien qui m'a beaucoup aidée, qui m'a portée. Mais après oui, quand j'ai lu, quand on m'a offert Dreyfus, quand je commençais à lire des témoignages d'injustice, parce que j'ai eu besoin aussi. À un moment, je ne pouvais plus avec mon histoire. J'avais besoin de lire d'autres histoires, d'autres témoignages de vie. Quand tu étais en prison, pour tenir ? Ouais, pour me dire... parce que je faisais des mini-dépressions. C'est-à-dire que je tombais en dépression, ça ne durait jamais plus de 48 heures. Pourquoi ? Parce que je prenais un livre sur les camps de concentration, par exemple... je sais pas, j'ai toujours eu besoin de lire... Monte Cristo, comme Mike Tyson, il a lu Monte Cristo en Non, prison. j'ai pas lu ça. On me l'a pas envoyé celui-là. Et du coup, j'avais toujours besoin de lire pour me dire, allez hop, t'arrêtes tes conneries, tu vas à la douche, tu t'habilles, tu manges. Et ça a toujours fonctionné comme ça, 48 heures. Et c'est quoi justement là, ces livres, ces histoires, ces récits qui t'ont aidé, qui t'ont marqué en prison, qui t'ont aidé à tenir ? Il y en a un ou deux en particulier ? Le garçon en pyjama rayé, lui, et je l'ai relu là. J'ai vu il y a le film aussi sur Netflix, donc je l'ai fait voir à ma fille parce que je trouve que c'est des histoires qui peuvent nous servir pour arrêter de nous plaindre et pour relativiser par rapport à nos petits bobos. Ça d'aller chercher une histoire presque pire pour relativiser. C'est comme ça que et ça marche bien. Ça marche bien, ça m'a toujours fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Début 2006, la supercherie, elle est révélée au grand jour. Même Genaro Garcia Luna dit qu'il a invité un peu les médias. Enfin, il commence à y avoir des petites révélations. On comprend que c'est pas vraiment la version que
que la police et les médias avaient voulu servir au départ. Mais malgré tout, l'opinion publique mexicaine, elle n'est pas du tout de ton côté. Oui, je sais. C'est terrible parce que même en reconnaissant que oui, effectivement, peut-être, on a dû refaire, mais ça change rien. Et puis Calderón, il s'est acharné. Le président Calderón, il s'est acharné contre moi dès qu'il y avait une fête Donc, nationale. Le président qui a remplacé Vicente Fox ça, en ouais. 2006. Et qui d'ailleurs a promu Genaro García Luna ministre de l'Intérieur. C'est ça. Et lui, vraiment, il y a eu un changement. Cette affaire, elle a pris une dimension politique quand Calderón est arrivé au pouvoir. Bah, moi, je l'ai vécu comme ça, en tout cas, que le président parle de moi aux fêtes nationales en disant que jamais il permettrait que... Parce que c'était bien beau, leur histoire. En fait, c'était pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, il y avait un vrai fléau sur les enlèvements. Et comme ils n'y arrivaient pas à le vaincre, ce fléau, eh ben, ils avaient besoin d'un message un peu différent pour égayer les Mexicains, les médias, et pour leur dire « Attendez, on lutte contre les enlèvements et le narco, parce qu'ils mélangeaient les deux, mais... Si on n'y arrive pas, c'est parce que regardez aussi les nouveaux séquestreurs, regardez à quoi ils ressemblent. Une jolie française, rousse, on peut pas... C'était ça, en fait, le message qu'ils voulaient. J'ai servi à ça. J'ai servi à... La propagande. C'est ça, terrible, terrible. Piégé dans une opération de communication d'un gouvernement impuissant. C'est ça, c'est bien résumé. Et corrompu. En tout cas, ce qu'on sait, ce qui a été prouvé, c'est que ce n'est pas la première fois que ce service de police rattaché à Genaro García Luna orchestrait des faux enlèvements et des fausses libérations. Des fausses libérations. Mmh. Ouais. C'est quand même un indice sur la probité de cette police-là à cette époque. Oui. Après, c'est pas pour ça qu'ils en font plus ou qu'ils ont arrêté. Je veux dire, j'étais pas la première, il y a eu plein de cas. Moi, je me suis intéressée vraiment à tous ces faits divers en Arraigo, parce que la seule chose qu'on avait dans cette cellule, c'était une télé. Donc, qui courait toute la nuit, toute la journée. Donc, à force de regarder... j'ai perfectionné mon espagnol, comme jamais. À force de regarder tous les programmes télé, les émissions politiques, les analyses... j'ai commencé à comprendre que c'était un vrai problème. Donc, effectivement, les enlèvements, mais aussi la corruption et le pouvoir et qui est mélangé avec qui. Enfin, c'est terrible au Mexique. Donc, tu suivais en fait ton affaire en direct à la télévision dans une sorte de télé-réalité quotidienne. Ouais, il y a ça, mais en même temps, je m'intéressais aussi aux autres cas autour de moi, parce que il faut pas... En fait, l'erreur, c'est de rester focus sur soi. Il faut s'ouvrir et s'intéresser aussi aux parallèles et aux autres affaires pour voir comment ils fonctionnaient. Et cette télévision, ce traitement de l'information, moi, ça m'a donné l'impression, en regardant la série documentaire, qu'on est vraiment dans un cirque médiatique à outrance qui s'arrête jamais. C'est pas du tout comme en France, en tout cas à l'époque. Oui, c'est ça, c'est un show, c'est... Parce que filmer quand même une arrestation en direct des forces spéciales de ravisseurs, enfin ça paraît un peu lunaire. Alors, tu veux que je te raconte une bonne? Il y avait aussi un journal télévisé, c'était Brosso el Payaso, c'était un clown. Donc le gars, il faisait un journal télévisé tous les matins, c'était le matin ou le soir, je sais plus. Et il mettait toujours une perruque rouge, je crois, un nez rouge, ou une perruque verte. Et puis il parlait de moi. Alors lui, son truc, c'était de faire ses interviews dans son studio. Il n'y avait que des nanas, donc des mannequins, en string, d'accord? Et pendant qu'il leur plotait les fesses, il disait comment j'étais diabolique, comment j'étais monstrueuse. Enfin, c'est choquant, non? J'en viens à la première condamnation en 2008. C'est le procès en première instance. Tu es condamné à 96 ans de prison. Comment tu vis cette première condamnation à une peine totalement démesurée? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, mon avocat m'avait dit tu t'étais, tu fais plus d'interviews après celle de Denise Mercart et García Luna. Tu fais plus rien. Tu restes tranquille et moi, tu verras, tu vas sortir libre à la première condamnation. Tu sortiras libre. Ok. Donc je me tais. Ça a été terrible parce que là, j'ai fait des petites dépressions un petit peu plus de 48 heures parce qu'il y avait rien de pire que de me demander de me taire. C'est terrible qu'on t'accuse de quelque chose et qu'on te dise chut, arrête,
arrête de dire que c'est pour toi. Donc ça, j'avoue que ça a été les 2 années les plus longues de ma détention. 2006-2008. Ouais. Mais j'attendais patiemment parce que j'allais sortir libre. Et après, j'allais gueuler. Mais en attendant, je me taisais. Et tu gardes espoir. Là, tu te dis, je vais sortir. J'avais pas le choix. Là. J'étais devenue un robot, un lion en cage. Je tournais, j'attendais que le temps passe. J'arrivais pas à m'intégrer avec les autres. Je tombais bas quand même. Hein. En prison, l'éducation, vaut mieux pas en avoir. Hein. Et donc, j'étais spectatrice d'un monde qui m'appartenait plus. Très dur. Et puis, j'étais réticente à faire toutes les activités qui étaient proposées. C'était hors de question. J'avais pas envie. De toute façon, je partais. Enfin, voilà. Et donc, c'est très long quand c'est comme ça. Et puis, le 25 avril 2008, de mémoire, on m'appelle juridique. Et moi, c'est la libération. Je descends, confiante, mes 2 étages. J'arrive au juridique et là, il y a un bonhomme avec un énorme cahier. Il commence à me lire ma condamnation. 20 ans pour portation de... 20 ans pour l'enlèvement de... 20 ans pour... 8 ans pour... Et là, je sens que d'un coup, mes pieds ne touchent plus le sol. Je suis sur un nuage. Et je lui dis, excusez-moi, ça fait combien? Il me dit 96. Je signe où? Je signe. Et je repars à ma cellule et là, je marche dans les airs. Il n'y a plus personne, il n'y a plus un bruit. Je suis vraiment en sidération, mais plus. Et j'arrive dans ma cellule et je suis en choc, en fait. J'arrive plus à parler, je ne sais plus qui je suis, j'ai pas envie de pleurer, j'ai pas envie de parler, je sais pas, je suis en stand-by. Il n'y a rien aucune émotion qui Non, te traverse. terrible. Et ça, c'est terrible. Parce que c'est pas du tout ma personnalité. Donc, je mets un petit moment à m'en remettre. Je crois que j'appelle ma mère au bout d'1 heure et je lui explique. Et puis là, mes parents décident de médiatiser le truc. Et là, on a le droit de parler. J'ai le droit de parler. Donc là, je démarre ma vie en prison, à recevoir tous les journalistes, tous les jours. Là, tu reprends un peu le contrôle. Ouais, alors je pleure beaucoup, je suis colère, mais au moins, je démarre ma vie de médiatique. C'est-à-dire que je reçois tous les journalistes, tous ceux qui veulent. Des Suisses, des Français, des Anglais, les Mexicains, même ceux qui pensaient que j'étais coupable. J'avais un agenda de ministre. Je passais mes jours de visite à recevoir tout le monde. Et même s'ils pensaient que j'étais coupable et qu'ils arrivaient, ils disaient « Ouais, toi, t'es coupable ». Je dis « Ouais, viens, assieds-toi, vas-y, tac, 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 tac ». Et j'ai passé... mais finalement, c'était beaucoup mieux que les 2 premières années que je venais de passer à rien dire et à déprimer. Là, j'étais dans... Je vais tous les convaincre un par un. En fait, paradoxalement, cette condamnation à 96 ans de prison, elle t'a redonné de la force. Ouais, on va le dire comme ça. Oui, mais oui, parce que j'étais dans l'action. J'étais plus... j'avais le droit de parler, j'avais le droit de dire, j'avais le droit de faire des interviews, j'avais le droit de dénoncer, j'avais le droit d'exister, en fait. Et de contrecarrer ces accusations qui, pour moi, elles ne pouvaient que tomber. Donc, après, il y a eu une enquête de dingue avec des journalistes françaises, je pense à Anne Vigna, Emmanuel Stills, et Léonore Mailleux, qui sont venues aussi, elles ne savaient pas trop, et puis... à force de les recevoir et d'expliquer, de répondre. En fait, ma vie, ça a été répondre à toutes les questions, tous les doutes. Et pourtant, et des fois, elle retranchait parce qu'elle se disait, si, elle est forte, elle arrive à... Donc, j'étais toujours jugée, en fait. J'étais toujours mise à l'épreuve. Tout le monde voulait trouver la faille. Mais jouer le jeu, j'avais rien à perdre. Et ce soutien qui naît en France grâce à ta famille qui se mobilise, tu obtiens aussi le soutien de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui prend vraiment à bras-le-corps ta libération. Il fait une visite diplomatique au Mexique avec Carla Bruni. Ouais. Il vient rencontrer Felipe Calderón en 2009. Il pense pouvoir vous ramener dans son avion présidentiel. Et en fait, rien ne se passe comme prévu. Quelques jours avant son arrivée, tu es condamné en appel à 60 ans de prison. En fait, avant de venir,
Nicolas Sarkozy, il envoie son conseiller diplomatique, il monte dans l'avion, il vient au Mexique, il voit Calderón García Luna, il dit « Alors, on prépare le voyage diplomatique de Sarko et Carla Bruni, il se passera rien pendant qu'ils seront là. » Non, 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 il se passera rien, ok. Il remonte dans l'avion, il fait un texto pour confirmer qu'il a discuté, tout va bien. Et pendant qu'il est dans l'avion, on me confirme ma sentence à 60 ans. Et là, Sarko, il le prend hyper mal. Et là, se débute un conflit entre eux. Donc Sarko et Carla, finalement, décident de quand même aller au Mexique. Et ils sont reçus très froidement. Après, ils le racontent mieux que moi. Hein. Moi, j'y étais pas. Moi, je suis en prison. Il était prévu que Carla vienne me rendre visite. J'étais très contente avec ça. Il était prévu que je reparte dans l'avion avec eux. J'étais très contente avec ça. Et en fait, rien ne s'est fait. Et tu suis la visite présidentielle à la télévision depuis la prison? Oui, et j'ai des conseillers diplomatiques qui viennent me donner des numéros de téléphone pour que j'appelle Sarko presque tous les jours. Enfin, il est vraiment... il est là pour moi, et Carla aussi, et ils me le disent, et je ressens ça, et c'est, moi, de savoir qu'ils sont sur le sol mexicain, je dors pas, je me dis, ça tombe, ça va, je vais quand même partir avec eux, enfin voilà, j'ai beaucoup d'espoir, et en même temps, rien que de savoir qu'ils sont là, moi, je suis tout, je passe mes journées devant la télé à suivre tout ce qu'ils font, tout ce qui est rediffusé en direct, et je les vois, et j'ai le cœur qui bat, ouais, c'est un grand moment. Et puis quand ils repartent, je comprends que je reste et que je ne sais pas pour combien d'années encore. Mais voilà, il faut le vivre, c'est un jour à la fois et avec des espoirs, des défaites et puis des pleurs et des allez hop hop hop, on va à la douche. Voilà. Est-ce que tu as pu échanger, j'imagine, à diverses reprises au téléphone avec lui? Nicolas Sarkozy, il a été parfait. Enfin, moi, je le revois, je l'avais au téléphone, les rendez-vous, ils étaient convenus, donc c'est moi qui l'appelais sur des lignes différentes à chaque fois. C'est lui qui me communiquait les lignes, c'est quelqu'un de l'ambassade qui venait en prison porter le numéro de téléphone pour que j'appelle. J'avais un horaire précis, enfin voilà, tout était bien. Et je me souviens, une fois, il avait au téléphone, il me disait des choses par rapport à la stratégie, par rapport aux échanges qu'il avait eus. Et puis, on me dit de me taire. Non, je me tairai pas. Je veux qu'on entende. Je veux qu'on sache que je suis là pour toi. Ta, ta, ta. Et je l'ai trouvé comme il fallait. Pas, je vais pas dire arrogant, mais il était à la hauteur de ce qu'il avait en face, en fait. Ils lui en ont fait voir, et je pense que Nicolas Sarkozy l'a vite compris à qui il avait affaire, mais vraiment, et qu'il a été à la hauteur de leurs mensonges, et il a su leur tenir tête, il a su jamais flancher et toujours être là pour moi, et finalement je suis sortie. Malheureusement, c'était plus lui le président, mais je suis sortie. C'est aussi grâce à son travail. Bien sûr, que tu as pu sortir. Bien sûr. Et en même temps, son attitude a aussi, on va dire, refroidi les liens diplomatiques entre les deux pays. Mais c'est là où je dis qu'il a été à la hauteur, c'est qu'il fallait le faire, ce qu'il a fait. Calderón je me souviens plus, là, j'ai pas révisé ma copie avant de venir, mais Calderón qui dit, il y aura, c'était quoi? C'était l'année du Mexique en France. 2011. Et puis Calderón, il voulait surtout pas qu'on parle de moi, c'est ça? Et du coup, c'est Sarko qui a pris la décision. Non, c'est Sarko qui a dit on va parler de Florence à chaque ouverture d'événement pour le rappeler. Et c'est Calderón qui a dit on annule. Ils ont annulé leur venue à l'année du Mexique en France. Moi, j'ai trouvé ça très cool. Et j'ai trouvé ça très fort comme message d'un président, de mon président. Je me suis sentie hyper soutenue. Et ça aussi, c'était important pour ma vie quotidienne en prison, pour l'opinion publique des Mexicains. Parce que moi, les gardes, ils venaient me voir, ils me disaient « Dis donc, si ton président, il fait ça, c'est que tu dois être innocente, en fait. »« Ah ouais, on se réveille. » Enfin, voilà. Et moi, ça m'a permis aussi de tenir, parce que le moral, ça s'alimente. Il faut aussi des bonnes nouvelles. Et puis, du coup, grâce à ça, tu restais aussi dans l'actualité. Enfin, je veux dire, la pire des choses dans ce genre de cas, c'est l'oubli. Et en fait, on continue à parler de toi dans les journaux télévisés, un peu partout. Enfin, il parle à tout le monde, ton nom, et c'est aussi grâce à cette médiatisation. Mes parents étaient énormément reçus à l'Élysée.
par Nicolas Sarkozy, énormément de fois. Et c'est vrai que à chaque fois, ça sortait dans les journaux. Nous, on le lisait au Mexique. Les Mexicains le lisaient. Oui, c'est vrai. C'est vrai que ça a aidé. Tout a aidé. Moi, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Dans mon malheur, j'ai eu énormément de chance. Je voulais juste parler un peu de ta vie en prison. Et tu arrives à t'intégrer au milieu de toutes ces détenues. C'était quand même incarcéré dans l'une des prisons pour femmes les plus dures du Mexique. Alors, j'ai été... C'est pas facile d'être la petite Française de la Non, prison. non, bah déjà, il y a le racisme, parce qu'on le vit aussi quand on nettoie chez nous, le racisme. Donc, il y avait le racisme, j'étais blanche, j'étais rousse, j'étais grande, j'étais mince, j'étais française. Enfin, on m'appelait la Barbie. Et donc, il y avait... Et puis, on parlait de moi à la télé, enfin voilà. Donc, dans les enlèvements, il y avait un enfant. Donc, j'étais accusée d'un enlèvement d'un enfant. Il faut savoir qu'au Mexique, elles sont toutes mamans. Et moi, j'étais pas maman. Et ça, à 30 ans, pourquoi t'es pas maman? À 33 ans, pourquoi t'es pas maman? C'est bizarre, t'es pas maman. Et donc, il y avait, j'avais toutes les tares, en fait. Et puis surtout, j'avais 96 ans de prison. Du coup, j'ai été transférée dans une plus petite structure, une prison Tepepan, qui était en fait une prison psychiatrique. Donc avec un pourcentage élevé de détenus avec des graves problèmes psychiatriques. Donc ça a été aussi une adaptation. C'était plus dur, moins dur? C'était plus dur pour celles qui étaient en psychiatrie. Donc elles étaient vraiment isolées de nous. On les voyait que de temps en temps aux événements, aux fêtes nationales par exemple, où Calderon y parlait de moi. Mais sinon... C'était différent. Moi, je le vivais mieux parce de 6000 détenus qui voulaient me tuer, là, il n'y en avait plus que 150. Ça laisse quand même un gros pourcentage de chances de Oui, mais c'était moi. Je pouvais déjà plus le surveiller. Et d'ailleurs, en prison, tu sympathises avec une narcotrafiquante célèbre qui décide de te prendre sous son aile. Ouais. Ancienne flic narcotrafiquante qui te prend sous son aile. Oui, ça m'a sauvé la vie, en fait, concrètement, parce qu'elle avait peur de personne, elle avait un pouvoir de l'argent, parce qu'en prison, tout s'achète, tous les flics sont corrompus, tous les gardiens sont corrompus, les détenus aussi, tout se paye. Il y a un dicton qui dit au Mexique, avec l'argent, tu arrives à faire danser un chien, même son maître. Bah, c'est exactement ça. En prison, schématiquement, c'est ça. Et elle, la chance que j'ai eue, c'est qu'elle avait été flic. Donc elle connaissait cette corruption-là. Et puis, elle avait été avocate, flic et finalement narco. Enfin, voilà, elle avait fait les études pour aller dans le bon sens, mais elle s'est... En fait, c'est pas délirant ce que je dis, flic, narco, voilà. Elle a suivi Au Mexique, en tout cas. Oui, au Mexique, on est bien d'accord. Comment elle s'appelle? Alors, c'était Tony, enfin pour moi c'était Tony, mais c'était Maria Antonietta. Maria Antonietta. Et du coup, vous êtes devenus amis en prison? Ouais, c'était devenu plus qu'une amie parce que elle est devenue mon avocate, elle a étudié tout mon dossier. C'est elle qui a analysé énormément de choses, qui m'a donné des pistes. Enfin, ça a été vraiment... Moi, c'était les 2 premières années, 2006-2008, où j'étais complètement abasourdie. Et elle réfléchissait pour moi, elle permettait que je sois pas battue dans les couloirs, dans les douches. Enfin voilà, elle a quand même... elle m'a protégée quelque part. Tony, elle est décédée. Tuée dans des conditions atroces. Elle était condamnée au Mexique. Le Mexique, elle est extraditée aux États-Unis. États-Unis, elle signe un truc, machin, ils lui raccourcissent sa peine, mais elle fait quand même 2 ou 3 ans. Elle sort 2011, 2012, elle vient me voir à Tepepan. Elle a été enfermée à Tepepan pendant 4 ans. Elle sort des États-Unis, où c'est comme ça, où est Garcia Luna en ce moment. Et la première chose qu'elle vient faire, c'est venir me rendre visite. Elle vient me rendre visite, alors ils ont dû fermer la salle de visite pour que je la reçoive, tellement toutes les autres, tellement les billets, tu sais. Et elle voulait toutes l'embrasser, mais elle avait ramené des huîtres, on avait fait un festin dans cette salle de visite un peu à huis clos. Et puis elle devait revenir me voir le mois suivant, elle n'est pas revenue. Et quelques temps après, j'ai su qu'elle avait été tuée par balle
18 balles. En fait, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis une survivante. Parce que finalement, ils se sont quand même bien fait chier avec moi. À toujours vouloir me prouver à inventer des faux crimes pour essayer de me faire... Enfin, et je me dis, en fait, ça aurait été tellement plus simple. En plus, en prison, tu payes une nana 100 balles, tu lui donnes un poignard, tu dis, vas-y, c'est comme ça. Moi, j'en ai vu des cadavres qui repartaient. Je veux dire, il y a des règlements de compte, il y en a. Ils sont quand même... Moi, ils m'ont mis dans ma cellule à un moment, tellement j'étais... parce que Sarko s'occupait de moi et du coup ils avaient peur d'une évasion. Donc ils ont mis des barreaux à mes fenêtres, j'étais la seule cellule à voir ça. J'avais des caméras dans ma cellule, des caméras devant ma cellule et j'avais même 2 gardes H24 qui dormaient, qui faisaient le planton devant ma porte. Enfin c'était pas une porte, c'était un rideau, comme ici, un petit rideau. Et je veux dire, ils ont mis de l'argent sur moi, ils ont tout fait pour que je reste en vie. C'est quand même paradoxal cette histoire. Ça aurait été terrible pour eux qu'en plus de C'est l'erreur ça, judiciaire il et la fallait pas machination qu'il m'arrive judiciaire. quelque chose en prison. C'est dingue. Alors là, le combat, il n'est pas totalement perdu, puisque tu décides de mener l'affaire devant la Cour suprême mexicaine, c'est un peu l'équivalent de la Cour de cassation en France. Et en 2011, il y a un juge de cette cour, le juge Saldivar, qui a pour projet de te libérer. Et d'ailleurs, il évente ce projet de libération et lui-même subit des pressions et des intimidations de la part de policiers fédéraux qui sont sous le commandement encore de Genaro Garcia Luna. C'est dire que si un juge de la Cour fédérale peut subir des pressions et des intimidations sur sa personne, son intégrité physique et sur sa famille, qu'est-ce qu'a dû subir le reste de la population mexicaine? Alors moi, tout ça, je l'ai su, mais je pense bien après ma libération, que Saldivar avait reçu des menaces. J'ai pas dû le savoir tout de suite. C'est vrai que moi, quand j'ai fait le dossier, c'est le directeur de l'agence France Presse de l'époque qui vient. Donc on me confirme mes 60 ans et moi je décide de tout arrêter et d'accepter de finir en tôle. J'en ai marre, je suis épuisée, je suis fatiguée. Je me dis que j'y Après arriverai l'appel? pas. Ouais. Deuxième appel. Deuxième Ouais. appel. Et deuxième appel. Donc ça fait 96, 60 confirmés. D'accord? Donc il n'y a plus d'issue. Donc moi je dors pas, je pleure, je suis en colère. Et le lendemain matin, à 10h, j'avais une visite. C'était le directeur de l'agence France Presse qui venait m'interviewer pour faire un article sur comment je me sentais. Et je lui balance ça, que j'arrête tout, que j'en ai marre, que je suis fatiguée, je pleure et tout. Et je me souviens, ce monsieur, Jean-Claude Boxenbaum, il me tape comme ça sur le front et il me dit « y a quoi là-dedans ?» J'ai dit, donc, toi, je viens de me prendre 60 ans, un peu de respect. Et en plus, un monsieur charismatique et tout. Et il me dit, toi, depuis le début, tu prends des risques. T'appelles Garcia Luna en direct, allez, et tu te bats pour ton innocence. Et là, aujourd'hui, autant d'années après, tu vas tout arrêter. Et il dit, réveille-toi, il y a quoi là-dedans? Il y a la Cour suprême, il faut que tu ailles à la Cour suprême. J'ai écoute... je sais pas, laisse-moi réfléchir, merci beaucoup. Du coup, on fait pas d'interview. Le gars, il part, il fait quand même un petit papier, mais très sobre, il comprend ma douleur, mais il me laisse avec cette idée de Cour suprême. Le lendemain, j'appelle Franck Berton, Agustine, je dis voilà, on va faire la Cour suprême. Ils me disent que non, on s'engueule. Ouais. Franck s'engueule avec Agustine, moi je m'engueule avec Franck, je m'engueule avec Agustine, je leur dis... ton avocat mexicain. Oui, Agustin Acosta. Et je décide de quand même le faire. Je rappelle Jean-Claude Boxenbaum, je dis tu sais quoi, ils vont tous se faire voir, ils veulent pas. Eh ben on y va, on le fait ensemble. Et en fait, Jean-Claude Boxenbaum a vu Franck Berton, Agustine, ils sont appelés, enfin voilà. Et on a fait la Cour suprême, tous ensemble, et on y est arrivé. Mais faut remettre à César ce qui est à César, c'est important. C'est Jean-Claude Boxenbaum qui est précurseur de l'idée de la Cour suprême. Et qui a réussi à me rappuyer le bouton du start, parce que j'étais off, quoi. Ce jour-là, c'est vrai que c'était un jour sans. Je reviens au jugement de la Cour suprême. Donc, il y a un premier jugement qui est rendu en 2011. Et là, tu t'attends encore une nouvelle fois à sortir. Et à un vote près, Ouais. tu restes en prison. Ça Ouais. doit être terrible.
Pardo Rebolledo. Pardo, je sais pas quoi, là. Mais lui, pareil. Pardon. Oui, voilà, un ministre qui a été aiguillé sur son choix, qui dit non, et je reste. Terrible. Terrible. Mais tout ça, c'est des pleurs. Moi, je pleure plus beaucoup hein, depuis que j'ai été libérée. C'est très rare que je pleure, hein, parce que quand on vit ça, on pleure sur des choses comme ça. Après, pour pleurer, faut du lourd. Hein. Non, mais c'est vrai. La libération, elle vient un petit peu plus tard. Déjà en 2012, on va dire qu'il y a un changement d'environnement qui facilite le réchauffement diplomatique. C'est qu'il n'y a plus Calderón au Mexique, il n'y a plus Nicolas Sarkozy en France. Ça permet de repartir sur des nouvelles bases. Oui. Et il y a un nouveau jugement de la Cour suprême qui décide de te libérer. Oui. Mais c'est pas, tu n'es pas innocenté pour autant. Si. Enfin, le jugement est cassé, donc la présomption. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette phrase. Hein. J'ai beaucoup de mal avec cette phrase. En fait, pour moi, la justice, c'est une balance. On connaît tous la balance, la justice. Et en fait, on est accusé d'un crime, d'accord ? Et on doit prouver qu'on est innocent, ok ? Enfin, c'est plutôt à la justice de prouver qu'on est coupable. Donc on suit. On doit nous prouver qu'on est coupable. À partir du moment où la Cour, elle dit toutes les charges qui sont retenues, vous êtes libre de toutes les charges qui sont retenues contre vous, moi j'entends vous êtes innocente. Enfin, je sais pas. Moi j'ai entendu ça et j'ai envie que ce soit bien redit comme ça en fait. Que tu es totalement, ouais, c'est important, totalement innocente. Ouais. Tu peux nous raconter justement ce jour où tu apprends le jugement de la Cour suprême qui autorise ta libération? Alors, en fait, à chaque jugement, quand il y avait la Cour suprême, donc moi je ne pouvais pas sortir de prison pour y assister, donc mes avocats y étaient, et on avait pris l'habitude, le consul général de France venait en prison, donc en salle de juridique, en salle de visite pour les juridiques. Mon père était présent aussi, il a fait le voyage à chaque fois. Et on était dans une petite pièce et on attendait. Et le consul allait au téléphone mural, à l'ancienne, appeler la personne qui était à la Cour suprême pour savoir où ça en était et tout. Et puis au moment des votes, donc il restait en appel. Alors moi ça, je l'avais déjà vécu un an et demi avant. Du coup, j'étais pas dedans. La deuxième fois, déjà vu, c'est bon, moi j'y crois pas. Alors c'est bien, papa y croit, monsieur le consul y croit. Ok, on est comme ça, autour d'une table, et on attend. Sauf que là, il y a le consul qui est au téléphone, et il y a des gardes qui arrivent avec des petits plateaux, avec des petits fours et tout, qui nous posent ça là. Déjà là, je regarde mon père, je suis oh, c'est bizarre. On n'a jamais eu des petits fours, donc je me gave de petits fours, c'est Noël. Et puis d'un coup, le consul qui tape comme ça contre le mur et qui hurle et qui pleure, qui nous regarde. Là, on comprend, tout s'agite, les gardes arrivent, moi, ils me montent. Parce que en fait, en prison, on n'est jamais toute seule, on ne peut pas voyager librement. Ils me montent dans ma cellule pour voir si j'ai des choses à récupérer. Là, je regarde ma cellule, alors que j'avais que des trésors en prison. Tout ce que j'avais, c'était mon petit trésor. La paire de bottines que Tony, elle m'avait offerte 5 ans avant. Enfin voilà, le petit bijou que j'avais reçu de ma mère, que je gardais. Et là, d'un coup, je regarde et je voulais rien emmener. C'est terrible. Je voulais rien prendre de... Je voulais partir, je serais partie toute nue, tellement je voulais rien emmener de toute cette merde de vie que je venais de vivre. Donc j'ai rien pris, ils m'ont monté dans ma cellule pour repartir sans rien. Moi j'ai senti beaucoup d'euphorie, beaucoup de bonheur. Après on m'a claqué un gilet pare-balles qui pèse, je sais pas, 20 kilos. Mon père pareil, on s'est regardé, on avait peur, on était au sous-sol, on devait monter dans une voiture, ils commencent à me mettre sur une voiture, ils me disent non finalement c'est dans cette voiture, non finalement tu vas t'allonger par terre à l'arrière de la voiture et ton père il va te marcher dessus, le consul il avait ses pieds aussi sur mes cuisses, enfin voilà. Pourquoi ces mesures de sécurité Parce qu'ils savaient que tout le monde voulait me tuer. Parce qu'il y a des gens qui veulent faire justice eux-mêmes. Donc il y avait une voiture leur. Là, tout le monde est au courant, ça passe en boucle à la télévision, Florence Cassé va être libérée. C'est ça, c'est-à-dire que la Cour suprême, elle est passée en direct à la télé. Donc tout le monde a vu... Et dans les heures qui suivent, t'es libérée. C'est ça, et comme ça va vite, les gens ont le temps de s'organiser pour aller à la sortie de la prison. Et pourquoi pas un fou avec pour tirer une balle. D'ailleurs, on voit les images de familles, de victimes d'enlèvement qui viennent protester c'est ça, c'est horrible. devant la prison pour pas que tu sois... C'est ça, libéré.
Donc c'est Agustine qui s'y colle, parce que moi j'ai vu après les roches. Et en fait, il y a tout. C'est très bizarre comme sensation, parce qu'il n'y a personne qui est content en fait devant cette prison. Ils sont tous en colère. Cette libération, elle est presque aussi violente Que que ton l'arrestation. arrestation. Ouais, parce que bah déjà, moi, quand on me libère, je suis pas dans ma tête. J'ai tellement attendu, je m'étais tellement préparée. À chaque fois, j'avais préparé ma valise la veille. C'était la seule fois où j'avais rien préparé. Et quand on me monte dans la cellule pour que je prenne, j'ai dit, je veux rien. Je suis partie, j'étais choquée en fait. Et après le gilet pare-balles, ça reste aussi. Tiens, on veut me protéger. Je sais pas, c'était tout comme refaire la scène au ralenti dans l'autre sens, mais différemment. Je sais pas, c'était très bizarre parce qu'en plus de là, dans la voiture, les courbes, boum boum, les gyros, j'entendais. Quelque chose de traumatique. C'est ça, qui revient comme le démarrage. Après, on arrive à l'aéroport, on m'ouvre une grande pièce et qu'est-ce que je vois? L'acier d'eau, donc Garcia Luna, affiché de partout, avec Là, des petits ici, fours. les soldats C'est ça. que t'avais arrêtés C'est 7 ça. ans plus tôt. C'est ça. Et là, c'est pas possible, j'hallucine, je me dis, mais à quelle heure on va me tuer en fait? Je n'y crois pas jusqu'à ce qu'on arrive dans l'avion. Une fois dans l'avion, toutes les hôtesses Air France, on s'embrasse, elles sont toutes contentes. Et quand les portes se ferment et qu'on décolle, là, ça y est, là, c'est la liberté. Il y a des images de toi dans cet avion. Ça a l'air d'aller. T'as pas l'air particulièrement marqué, c'est juste Non, je suis heureuse sur un d'être nuage. libre. Je suis sur un nuage et cette fois-ci, je marche pas dessus. Mais je suis sur un nuage, mais je comprends pas encore que, pour moi, ça y est, je suis libre et la vie, elle redémarre là où elle s'était arrêtée 7 ans et 2 mois avant. Et demain, je retravaille. Je suis vraiment dans un déni de tout ce que j'ai vécu. Très heureuse et vive la France. Vraiment, parce que en fait, toutes ces années, ça a été de la survie. Donc dans ma tête, c'est simple, le calcul est bon. Je suis vivante, je suis dans l'avion, je rentre en France, je suis libre. Donc tout va bien. Voilà. Je fais un petit... Mais c'est pas comme ça. En fait, c'est pas ça du tout. Mais je vais mettre du temps à le comprendre. Et ça va être d'autant plus douloureux quand je vais le comprendre. Est-ce que cette euphorie, elle continue lors de ton retour en France? Oui. Tu fais la une des journaux, tu es interviewé, tu es reçu à l'Élysée par le président François Hollande. Mais à un moment, il faut retourner dans l'anonymat, reconstruire sa vie. C'est très C'est un compliqué. parcours, un autre combat. Très compliqué. Alors, en fait, il m'est arrivé des trucs magiques à Paris. Moi, je connaissais pas Paris. À Paris, on allait dans des bars ou des restaurants et je me souviens, ils sortaient le champagne avec les... Et on nous offrait table VIP et tout était offert. Il m'est arrivé des... Mais moi, je comprenais pas. Je comprenais pas. Donc après, j'ai emménagé dans un appartement et je me suis reconstruite une prison. C'est-à-dire que je sortais plus de chez moi. J'arrivais plus, je me suis cloîtrée dans l'appartement et je n'arrivais plus à... Peur du monde réel, de Ouais. l'extérieur. Ouais. L'euphorie, elle a été très, très rapide en fait. Ça a duré quoi, 1 mois ou 2 et puis après, je me suis renfermée. Et tu t'es refermé, enfin réfugié un peu C'est dans ça. le cocon familial, j'imagine. Non, je Non. me suis vite mariée, voilà, et je me suis enfermée. Ce qui m'a libérée, c'est d'être enceinte et d'avoir ma fille, en fait. C'est ce qui m'a permis de me sortir et de prendre toutes les décisions qu'il fallait, intelligentes pour son bien-être. Tu as dû entamer une psychothérapie pour pouvoir te réhabituer déjà à la vie extérieure et puis pour accepter ce traumatisme, parce que j'imagine que là, ça fait un peu plus de 10 ans que tu as été libéré, mais en fait, on n'oublie pas, on apprend juste à vivre avec. Ouais, sauf qu'on pense qu'on peut vivre avec sans rien faire. Moi, c'est ce que je croyais. Et puis, un beau jour, un concours de circonstances fait que j'ai un contact avec une infirmière. Et de là, me sont préconisées des séances de suivi avec une psychologue. Et en fait, ça s'arrêtera pas. Ça s'arrêtera pas parce que elle s'aperçoit qu'il y a énormément à travailler. Et parce que ton cerveau, pour assurer ta survie, a mis certains traumatismes, certains souvenirs un peu sous cloche. Sous cloche. Mais Non, qui, pire. J'avais carrément oublié toute mon enfance.
J'avais des trous de mémoire horribles, même sur la prison, sur des gens qui m'ont soutenue. Je les ai croisés et puis on me disait, bah si, j'étais venue te voir, je sais plus. Vraiment, c'était terrible. Je souffrais d'amnésie, mais forte. Après, ça se récupère pas, hein. C'est comme un disque dur ou un... Enfin, c'est pas possible de... Enfin, c'est petit à petit, en fait. Ça m'a permis de mettre des mots sur des mots, MAUX, et puis d'accepter que je suis avec certaines cicatrices, pas de vouloir les effacer, mais de les affronter, et puis peut-être de les porter fièrement aussi. Et tu t'es aussi engagé un peu après ta libération. Tu as fait un documentaire Ouais. sur les erreurs judiciaires. Tu as écrit des Ça, livres. j'ai kiffé. Tu avais besoin de te positionner contre les injustices. Ah oui. C'est Ouais. devenu une raison de vivre. Oui, là, c'était... Et Mélissa l'a très, très bien compris. Mélissa Theriot, avec Mélissa qui Theriot, t'as réalisé ce qui était documentaire. venue me voir en prison plusieurs fois. On avait bien sympathisé. Quand je suis sortie, elle m'a proposé de faire ces documentaires. Et ça a été réparateur, bien sûr que ça a été... Après, c'était une aventure extraordinaire. Alors, moi, je venais d'accoucher. Je me souviens, je partais et j'allais interviewer les erreurs judiciaires françaises. Mais moi, ça m'a réparé parce que dans ma tête, ce qui m'était arrivé, ça n'arrivait qu'au Mexique. Voilà, moi je revenais, j'étais bloquée sur le Mexique et pour moi c'était Calderón et Garcia Luna et c'était tout et ça s'arrêtait là, c'était les méchants. Et du coup, le fait de savoir que en France aussi il y en a eu et que ils sont pas forcément mieux traités en prison et parce qu'il y a ce qu'il y a face caméra, mais il y a tout un travail qui se fait avant l'interview, on discute avec les gens et puis ils arrivent aussi à dire des choses que devant caméra ils n'ont pas envie de dire. Est-ce que je comprends tout à fait? Est-ce que je ferais? Est-ce que je fais? Mais Ça t'a permis de développer de l'empathie avec non, des gens ça m'a qui ont permis de me partagé. réparer aussi, vraiment. Ouais. Ça a En fait réparant les autres, on se C'est répare ça, un peu ouais, complètement. ça aussi. Ouais. Ouais. Non, j'ai beaucoup aimé ça. Je reviens sur Genaro Garcia Luna, qui a été arrêté en 2019, accusé de trafic de cocaïne, de corruption, de collusion avec le cartel de Sinaloa. Il a été jugé aux États-Unis, condamné en octobre 2024, si je dis pas de bêtises, à 38 ans de prison. Comment tu l'as reçu, cette condamnation? Alors à l'époque, j'avais pas fait ma thérapie, j'étais très contente. Aujourd'hui, comme je vais bien, je me dis c'est le karma et voilà, je lui souhaite de vivre ce qu'il doit vivre, ce monsieur. Mais voilà, j'ai plus de haine comme je pouvais avoir ou de besoin de vengeance pour moi aller bien, plus du tout. Les gens qui t'ont fait subir cette injustice, aujourd'hui, tu ne leur en veux plus. Non, c'est pas que je leur en veux plus, c'est que je suis passée à autre chose. Moi, je vais bien et voilà, j'ai plus cette haine, cet acharnement que j'avais à vouloir les faire. Alors j'étais contente quand ils tombaient en prison, j'étais contente que ça leur arrive, j'étais contente que... C'est un peu comme la vérité éclate, c'est finalement les choses à leur place. La terre est ronde, j'avais posté, je me souviens, sur Twitter. Quand Garcia Luna a été arrêté, j'ai dit la terre est ronde. Parce que voilà, à un moment, il faut que les choses elles soient comme elles doivent être. Mais aujourd'hui, oui, j'ai plus du tout de haine comme j'ai pu avoir. Parce que la haine, il faut la vivre. Hein. C'est horrible d'avoir de la haine pour quelqu'un. Vraiment. Hein. Il y a encore des gens qui souffrent de cette affaire, des gens qui devraient être en prison aussi, qui n'ont jamais été inquiétés. Mais il y a quand même Israël Vallarta, qui est toujours en prison 20 ans après son arrestation. Il est toujours en détention préventive, c'est-à-dire toujours dans l'attente de son jugement. Il n'est toujours pas libéré. Est-ce que tu soutiens toujours son combat pour la vérité? Alors moi, je suis en contact avec sa femme sur Twitter, X maintenant. Dès qu'elle elle poste, je reposte. Voilà, pareil, Israël, j'ai dû faire un gros travail sur la haine que j'avais contre lui, parce que moi, les premières années, c'était de toute façon, si je suis là, c'est à cause de lui. Voilà, il n'y avait pas d'enquête de fait. Moi, la seule chose qui me menait à ce qui m'arrivait, c'était le fait que j'étais dans sa voiture. Voilà, donc ça a été un mon plus gros chantier sur comment se débarrasser de la haine qu'on porte à quelqu'un. Aujourd'hui, j'en ai plus non plus. Je reposte, mais je me vois pas aller manifester avec des drapeaux. C'est pas mon rôle, c'est pas ma place. Est-ce que tu as toujours peur aujourd'hui, peur que la vie puisse basculer d'un instant à l'autre? Ouais, mais je pense que ça me rend d'autant plus
comment je vais dire ça, rigoureuse et avec les yeux bien ouverts pour protéger ma fille. Voilà, je pense que les petites antennes qui me sont poussées en prison, elles sont toujours là et qu'elles me sauvent plus qu'elles me dérangent. Merci beaucoup, Florence. Merci. Merci pour Merci. cet entretien. C'était vraiment... c'est un témoignage édifiant, c'est passionnant et c'est très touchant. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci à tous d'avoir regardé cet entretien jusqu'à la fin. N'hésitez pas à réagir en commentaire. Et si vous voulez prolonger un peu plus sur cette affaire, je vous recommande la série Netflix qui lui est consacrée. Avant de vous laisser, je voudrais remercier toutes les équipes de Brut qui m'ont aidé à réaliser cette interview, en particulier Fred à l'image et Delphine à la prod. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle grande histoire.